Bienvenue sur Pitch Please, votre podcast live. Je suis en compagnie de Enod, ici présent. Bonjour. Bonjour. Pitch Please, votre podcast ciné bimensuel où j'invite quelqu'un qui vient nous parler d'un film qui l'a marqué en bien, qui l'a marqué en mal, qui l'a fait rire, qui l'a fait pleurer, qui a changé sa vision du monde ou juste sa vision du cinéma. L'idée étant que de question en question et d'anecdotes de tournage en souvenirs d'enfance et on explore ensemble ce qui fait que le cinéma marque nos vies et ce qui fait qu'au final les films qui nous marquent ont tendance à dire quelque chose sur nous. Je suis extrêmement contente de recevoir Enod aujourd'hui, qui est, je pense pouvoir dire sans exagérer, la première personne que Twitch a amenée dans ma vie que je peux considérer aujourd'hui comme un ami. Et ça, c'est pas rien, tu vois. Je suis trop... c'est trop touchant. Mais oui, mais c'est tout pareil. Mais oui, mais bien sûr que t'es mon ami. Oh, mais c'est trop mignon. Ah non, mais on recommence comme ça, là. Non, mais on recommence comme ça. Oui, on non, mais m'attrape bien par les sûr. sentiments. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je commence et je te sauce tout de suite. Que d'émotions, exactement. Bonjour Pawa, bonjour Pal. Désormais, vous avez la commande Pitch Please quand vous voulez faire la promo de ce que c'est Pitch Please, si vous voulez savoir quel est le but de l'émission. Et avoir accès au formulaire qui vous permet de participer si jamais vous en avez envie, et la commande guest que vous pouvez donc invoquer à tout instant pour avoir droit aux réseaux sociaux de l'invité du moment. Donc là, pour Enod, vous aurez son Twitch, son Threads et un lien vers son premier EP sur Deezer. Il est disponible partout ailleurs, mais moi je suis team Deezer, donc je vous ai mis le lien sur Deezer. Mais sinon, allez voir son Linktree sur ses profils des réseaux sociaux, allez écouter son EP, le prochain est à venir, j'ai très très hâte. Et je t'ai assez introduit moi-même, tu vas te présenter un petit peu, là je fais tout le travail, ça va pas du tout, je te laisse te présenter. Ok, eh bien, bien tout a commencé un soir de 30 octobre, il pleuvait sur la plaine. Ce jour-là, en effet, un vieil indien maintenant. Non, en fait... Donc oui, effectivement, je suis donc musicien et professeur de chant. J'ai donc ma petite chaîne sur laquelle on fait essentiellement du just chatting pour le coup. Il y a beaucoup de libre antenne, il y a on reçoit des invités aussi pour le coup. Ça va de candidats de The Voice à quelqu'un qui a écrit un bouquin sur la série Malcolm, passant par quelqu'un qui fait une pote à moi qui est culturiste et tout, qui est championne de culturisme. C'est vraiment très très divers. Voilà, on fait beaucoup de react aussi. On fait de la musique aussi, accessoirement un petit peu évidemment. Mais je vais ajouter que tu es un super prof de chant parce que j'ai eu droit à quelques cours avec Enod et c'était fort fort chouette. Que tu es également un fan de Sibéria, ça aussi ça nous lie, on a la même figurine qui est dans ton fond là présentement qu'on peut voir. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ce truc est coincé. Et autre point commun que nous avons, c'est le film dont on va parler aujourd'hui, qui est au final, à nous deux, un de nos films préférés de tous les temps, qui nous a énormément marqué. Avant de révéler quel est ce film, l'épreuve habituelle que je donne à mes invités pour vous mettre dans les meilleures conditions, non. Pour vous mettre le plus à l'aise possible, toujours pas, va être l'épreuve du pitch. Tu vas devoir nous pitcher le film comme si t'étais un inspecteur des impôts. Comme si j'étais un inspecteur... C'est un petit peu raccord en plus par la... D'accord, ok. Ah bah c'est l'idée, je vous fais pas faire des pitchs qui n'ont rien à voir. Bah oui, mais oui, mesdames et messieurs, autres fabuleuses personnes, cette émission est très bien travaillée, sachez-le. Non, oui, comme si j'étais... Putain, un inspecteur... Déjà, comment pense un inspecteur... C'est pas tant le pitch, parce que quand même, je le connais, ce serait quand même un peu dramatique si je le connaissais pas, mais c'est surtout le côté inspecteur des impôts. Comment pense un inspecteur des impôts? Alors... Attends, inspecteur des impôts. Alors donc c'est une personne qui est en possession d'un avomatique, bien sûr, n'est-ce pas, qui est également, voilà, on peut marier un enfant. Et ce l'avomatique, le petit problématique, n'est-ce pas, c'est qu'en termes d'impôts, on n'y est pas. Hein, le compte n'y est pas du tout. Il y a du non déclaré, il y a un manque de déclaration, ça ne va pas. Et pire encore, c'est cette personne va agresser voilà, un inspecteur des impôts, et ça ce n'est pas tolérable. Ça, ce n'est pas tolérable. Et de là va s'en suivre moult péripéties qui font qu'à la fin, d'un point de vue fiscal, tout sera réglé. Peut-être pas que d'un point de vue fiscal, mais je suis inspecteur des impôts, moi ça ne me concerne pas le reste, bien sûr, évidemment.
Voilà. J'aime beaucoup. Pal nous dit que il croit qu'il l'a. N'hésite pas à nous faire ton guess. N'hésitez pas à faire votre guess. Pawa t'a également demandé quel est ton fruit préféré et qu'est-ce que tu penses des engrenages. C'est vrai qu'on a un problème avec les engrenages sur cette chaîne. Je me fais maltraiter par les engrenages dans tous les jeux vidéo auxquels je joue. Comment ça, tu te fais maltraiter par les engrenages? À chaque fois qu'il y a des énigmes à base d'engrenages, le jeu me bully. Non mais là il faut à un moment, voilà, c'est toi qui as le pouvoir. Un engrenage il va rien te faire, voilà, il faut y aller, il faut lui défoncer sa gueule à l'engrenage. Non mais voilà, pardon, moi je suis désolé, ils nous emmerdent, ils sont là, ils font chier, ils nous volent notre travail, etc. Machin. Il faut leur faire comprendre. Non mais bien sûr, il faut leur faire comprendre qui c'est le patron, qui c'est la patronne. C'est toi la patronne. Voilà, faut pas se laisser faire. D'accord, ok, je retiens. Je vais y arriver. Ouais, c'est un live de motivation ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Ça. Un peu plus sérieusement, j'ai pas de fruit préféré en vrai, parce que je dis l'orange, voilà un peu dans le truc, mais je suis pas très fruit en fait. Enfin voilà, mais j'ai des TCA, de trucs chelous, bref, peu importe. Mais je vais dire l'orange. Allez, l'orange. L'orange, ça marche. Revenons sur ce film. Le film que tu viens de pitcher, c'est un des films avec le titre le plus long de l'histoire de l'humanité et en plus pas facile à dire. Everything, Everywhere, All at Once. Et non pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui aurait pu marcher aussi techniquement, qui aurait pu mais non. Il y a une histoire de lavomatique. Je sais pas, peut-être. Je crois pas, non. Je l'ai pas vu, j'en sais rien, je sais pas. Everything Everywhere All at Once est un film sorti en 2022. On y retrouve Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Wong, Jamie Lee Curtis, Jenny Slate, Harry Shum Jr., entre autres personnes exceptionnelles. C'est un film qui a reçu 11 nominations aux Oscars, qui en a obtenu 7, alors que honnêtement, je connais assez peu de gens qui ont vu le film, qui se sont intéressés avant que le film rafle tous les Oscars. Parmi les Oscars reçus, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage, meilleure actrice principale, meilleur second rôle féminin et masculin, et Oscar du meilleur film. Ce film a été une claque absolue. C'était vraiment extrêmement original, mais je connais pas tant de monde qui l'a marqué, et donc je suis trop contente de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui parce que c'est un de mes films préférés de tous les temps. Et forcément, la question est pourquoi toi c'est le film qui t'a marqué et pourquoi c'est le film que t'as voulu partager aujourd'hui? D'un point de vue purement personnel, ça va être très étrange et très je le dis en préambule déjà, je m'en excuse d'avance parce qu'il y a énormément de choses à dire, il y a 1000 trucs en tête qui ont fusé. Je vais être comme ça tout le temps, je m'en excuse, donc voilà, je vais être non mais en fait oui, machin, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pour passer par, je racontais un peu en gros comment j'ai découvert le film, puisque en l'occurrence moi je l'avais vu, pour la petite histoire, il est sorti une première fois en France, il est sorti genre 2 semaines, un truc comme ça, 2-3 semaines, pas plus, parce que pour une histoire d'exploitation, de société d'exploitation qu'il a très mal vendu dans les cinémas, il est resté quoi, 2-3 semaines à plus au cinéma, il a eu tous les Oscars, et là les gens se sont dit mais il faudrait peut-être le ressortir en fait finalement. Oui c'est vrai. C'est utile, voilà, accessoirement, et là il est ressorti. Moi je l'avais vu à la première vague, sans savoir ce que j'allais voir, sans du tout savoir ce que j'allais voir, juste ça avait l'air cool, je sais pas, j'avais vaguement vu la bande-annonce, j'avais vaguement compris une histoire de multivers, etc. Ça a l'air rigolo, etc. Je vais aller voir ça. Et je me suis pris évidemment une claque monstre, mais surtout moi ce qui m'a... Enfin, je me suis pris une claque monstre dans un premier temps où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, etc. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai fait un truc que je fais très rarement, c'est que je suis allé le revoir au cinéma. Et j'ai fait un truc que j'ai fait jamais derrière, c'est que je suis allé le revoir au cinéma. Et j'ai fait un truc que je fais encore moins derrière, c'est que je suis allé le revoir au cinéma. Ce que j'aime bien dire d'un point de vue purement personnel, c'est que tu vois, c'est intéressant parce que je crois que c'est Pawa qui parlait de films clivants. C'est vrai que c'est un film qu'on aime ou qu'on déteste, enfin pas qu'on déteste ou que l'on n'accroche pas. Au-delà de il m'a parlé, c'est ce film dit, et c'est pour ça que ça m'a vraiment, et ça a été un truc complètement fou pour moi, c'est que il dit en 2 heures ce que j'ai essayé de dire à peu près toute ma vie, que ce soit auprès des gens autour de moi, que ce soit dans ce que je fais, dans ce que j'ai pu
écrire du temps où j'écrivais, que ce soit dans la musique, que ce soit dans quoi que ce soit d'artistique. Voilà, le film est un condensé très exact de tout ce que j'ai voulu dire toute ma vie sur la manière dont je voyais la vie et le monde, etc. en 2 heures. Donc voilà, voilà pourquoi celui-là. Et quand on pose la question, c'est quoi ton film préféré? En général, tu réfléchis. Et avant même, je réfléchissais. Là, je sais pas trop. Alors en fait, parce qu'il y en a plusieurs, là je ne réfléchis plus, Everything Everywhere All at Once. Et d'ailleurs pour la petite histoire, je vais le sortir maintenant comme ça c'est fait. Je me suis évidemment acheté le Blu-ray édition collector Day One. Magnifique. Parce que voilà. Évidemment, et qui est dans mon décor de stream tout le temps parce que je fais ce que je veux. J'adore l'artwork Voilà. qu'ils ont utilisé sur le DVD. Il est vraiment très très beau. Il est très très beau. Ah, 2h19, j'étais pas loin. Ouais, t'y étais. Mais je comprends tellement ce que tu veux dire par rapport à ça. Je sais pas pour toi, mais moi, en tant que fille d'immigrés, notamment c'est ma mère l'immigrée, voir un film qui traite aussi bien des rapports mère-fille dans justement ce schéma où la mère est immigrée, elle a quitté son pays, toi tu nais dans le pur occidental, et donc non seulement il y a ce clash des générations qu'il y a dans toutes les familles entre parents et enfants, il y a le clash culturel entre la culture de tes parents qu'on te transmet, mais ça devient un petit peu genre 50% ta culture, parce que tu absorbes quand même la culture du pays dans lequel tu grandis, dans lequel t'as né, donc il y a cette espèce de clash culturel. Là, en l'occurrence, dans le film, il y a aussi le clash social du fait que Joy, elle est lesbienne, et que c'est quelque chose de très très compliqué pour elle est chinoise, si je dis pas de bêtises, une chinoise qui a vécu dans un cadre vraiment très conservateur, c'est quelque chose qui se dit pas, enfin c'est pas bien accepté, donc il y a plein de clivages. Ma mère ne sait toujours pas que je suis bisexuelle, hein. Ça aussi je comprends, tu vois. Bonjour madame. Non, mais elle ne s'intéresse pas à mes forts ballons, donc je peux le dire là, elle le saura toujours pas. Ah bah. Donc c'est un film qui a pris ma vie, l'a foutu sur 2h20, et forcément moi ça m'a foutu une claque immense, parce que c'est en effet mon chemin de vie, c'est tout ce que j'aimerais dire, c'est tout ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est tout ce que j'aimerais que ma mère comprenne. C'est concrètement, j'ai un petit peu le sentiment, je sais pas toi, que si je veux que quelqu'un me comprenne et sache qui je suis, j'ai juste besoin de lui dire regarde ce film. J'ai plus besoin de t'expliquer l'histoire de ma vie et tout, juste regarde Everything Everywhere All at Once, tu sauras qui je suis. Oui, et je vais même aller plus loin, c'est un truc, quand tu tombes sur quelqu'un qui ne comprend pas le film ou qui est pas dedans, etc., il y a un truc où tu sais que ça va être compliqué d'avoir une relation profonde. On peut avoir l'impression, enfin c'est un truc pour les gens qui l'ont pas vu ou qui voilà, on peut avoir l'impression qu'on exagère un peu, mais vraiment pas tant que ça, parce que c'est vraiment en termes de comment dire, de vision du monde, de métaphysique, et en même temps de choses très très ancrées, parce que c'est vrai que tu le dis très très justement. Réfléchissez dans votre tête à un film qui parle de relations mère-fille dans une communauté qui n'est pas blanche et qui vient, voilà, qui immigre en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Réfléchissez combien il y a de films dans ce thème-là. Vous n'allez pas en trouver 50. Vous n'allez pas en trouver 50. Et il est ancré. Il y a ça, il y a la culture asiatique en elle-même, la culture asiatique aux États-Unis. Le film l'a fait énormément d'ailleurs pour toute la communauté, Oui. la communauté asiatique. Il y en avait un autre, malheureusement j'ai pas fait mes devoirs, j'ai complètement oublié de le noter. Il a pas ce truc là où il va s'ancrer dans effectivement énormément de choses, énormément de réalité. Il est tout ce film, il y a tout dedans. Mais j'ai envie de te dire, il porte plutôt bien son titre en fait. Oui, exactement. C'est tout partout tout le temps. C'est tout dans ta gueule, voilà. Tout dans ta gueule en 2 heures. Bam, t'es pas content, c'est pareil. C'est pareil, chiale, voilà. Donc oui, le film, c'est tout dans ta gueule tout le temps. Et ça reprend, c'est un drame familial qui reprend des codes de la science-fiction et du film de super-héros. On parle de multivers, on a des grosses références à Matrix. Donc si vous ne le connaissez pas, rien que ce descriptif-là, ça vous dit à quel point ça part dans tous les sens. Et tout le cast est absolument phénoménal dedans. Est-ce que...
Je pose la question en sachant la réponse à l'avance, mais est-ce qu'il y a un personnage que t'aimes en particulier? Alors, on parlait de ce film, c'est moi, etc. Voilà, si on quelqu'un qui comprend pas ce film ne comprend pas, on parlait de ça. Waymond, c'est moi. Je sais pas comment le dire autrement. Il y a pas de, on va pas passer par la case départ. On va pas, voilà. Waymond, c'est moi. C'est vraiment moi. Et c'est et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce que j'expliquais tout à l'heure en rigolant, c'est que juste avant le live, histoire de me remettre bien dedans, j'ai revu le film juste avant le live, vraiment. Et il n'y a pas un visionnage auquel j'ai pas pleuré. Au même instant, on en parlera après, mais qui est une phrase de Waymond très très précise. Waymond qui est le mari, donc du coup, de Evelyn. En fait, voilà, c'est quand je dis ce film dit tout ce que je sais dire, etc. Ça passe essentiellement par Waymond, justement, par le personnage de Waymond. C'est moi. Ce monsieur, c'est moi. Il y a pas de. Non mais c'est intéressant, on peut dérouler le fil immédiatement parce que c'est le but. La phrase dont tu parles, que dit Waymond. On part là-dessus, ok. Alors, cette phrase, ce qui... Ça, c'est vraiment... Pardon, je suis encore un peu dans le truc. Mais on va y arriver, on va traverser ce moment ensemble, on va y arriver. C'est pas facile de parler de ce film. Je suis tout à fait d'accord. Dis-toi que juste avant de lancer le live, j'étais en mode, va pas falloir pleurer. Va pas falloir pleurer. Cette phrase intervient à un moment de chaos. On en parlera sans doute un peu plus dans le détail, voilà, ce pourquoi du comment, etc. Et de chaos émotionnel, de chaos diégétique, parce que c'est dans le film, parce que le personnage d'Evelyn est perdu, de chaos émotionnel, de chaos existentiel, même quelque part, un peu général. Et où, en gros, Evelyn va un peu, métaphoriquement ou pas, un peu lever les yeux et voir que son mari est toujours là, auprès d'elle. Et dans cette séquence qui est... parce que ça, on peut en parler aussi, on en parlera peut-être après aussi, j'imagine, mais ce film, c'est aussi un hommage au cinéma, parce que c'est une séquence qui est très, très clairement calquée sur le In the Mood for Love de Wong Kar-wai, dans la colorimétrie, dans la manière dont c'est filmé, etc. On voit, l'hommage, il est évident. Il est vraiment évident. Et Waymond lui dit... en gros, je suis optimiste par nature et c'est ce qui me permet d'avancer. Je suis optimiste par nature et c'est ce qui me permet de me battre et d'avancer. Il dit, voilà, tu dis je suis une combattante, etc. Moi, je me bats aussi. Pardon. Waymond dit donc à Evelyn, tu dis être une combattante, moi je me bats aussi et c'est ma manière à moi de me battre. Cette phrase, alors j'ai pas de tatouage, je sais pas si je l'aurai un jour dans ma vie, mais si je devais me faire tatouer un truc, ce serait certainement cette phrase-là. Ce serait certainement cette phrase-là parce que je crois que c'est ce qui a touché énormément de gens par rapport au fond, j'entends, de ce film. C'est que on a le sentiment, de façon générale, dans ce monde-là, en tant qu'être humain, en 2022, en 2025 aussi, tu me diras, même encore plus peut-être en 2025, que le monde nous échappe. Il y a ce dialogue à un moment où tu as Waymond qui dit, des fois tu te lèves le matin et puis tu as l'impression de pas te lever du bon pied, tu bois ton café, il est dégueulasse, tu as toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, que nos institutions se sont écroulées, que quelque chose ne tourne pas rond. Et en ce sens, et sans même parler évidemment d'angoisse métaphysique multiple, parce que la vie, parce que l'amour, parce que la mort, parce que cela, etc., quelle est ma place dans le monde, etc., qui sont des choses qui ont toujours existé. En plus, nous, on est au milieu de tout ça. Et on a donc Joy, dont le thème du personnage est quelque part un peu cette sensation de, en fait, quoi que je fasse, ça sert à rien. Donc rien ne sert à rien. Donc voilà, pourquoi est-ce que je m'emmerde à essayer de vivre des trucs finalement, parce que rien n'a vraiment de sens. Et cet optimisme-là dont parle Waymond, qui est candide, qui est un peu béat, qui est un peu... Voilà, c'est le truc un peu... Peut-être vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, vous savez, qui essaie toujours d'être un petit peu heureux, qui essaie de voir les choses des bons côtés, qui... bon allez, on va essayer de positiver, bon... C'est le bordel, bon, ok, bon, on vient d'arriver en vacances, machin, un truc, bon, l'hôtel est pourri, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de... Voilà. Ce qui peut être parfois énervant pour certaines personnes, mais c'est un réflexe presque de combat, parce que... De combat au sens où...
c'est ce qui permet d'avancer. C'est ce qui permet de faire un pas après l'autre. C'est ce qui permet de voir les choses d'une belle manière qui rend tout ce chaos-là, sociétal, existentiel, etc., supportable, qui permet de le rendre supportable, qui permet de rendre la vie bien plus supportable et d'y mettre justement cette petite graine de beauté qui fait que tu te lèves le matin et que tu dis ouais finalement en fait, tu vois. Oui finalement les totalitarismes et tout machin truc etc. et le monde et qu'est-ce qui va se passer et trucs et il y a toujours ça, il y a toujours ce truc là. Il y a toujours ce truc. Il faut pas me lancer sur des sujets comme ça, hein, je vais parler de 5 heures. Non, mais j'adore. Mais En plus, c'est... la philosophie du personnage de Waymond, c'est vraiment au final la clé du film. Oui. Evelyn est un personnage extrêmement fort. Elle a un gros caractère, elle a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie. C'est elle qui tient vraiment sa famille à bout de bras. Son vieux père, le business, son mari qui est un amour, mais qui est un petit peu détaché, tu vois, il est un petit peu dans son monde. C'est à elle de faire les impôts, les fameux impôts. Et elle s'en sort pas, c'est too much. Donc elle, sa façon de se battre, c'est un peu l'offensive. Elle a l'impression d'être constamment dans le besoin de se battre et de ramer et d'être justement dans cette offensive. Et la douceur de Waymond, au début, l'agace, mais elle comprend qu'elle ne le comprend pas, en fait, au fur et à mesure, et qu'elle ne l'a jamais réellement vu pour qui il est, pour comment il fonctionne, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a à lui apporter, en fait. Et le fait que elle a l'autorisation de se reposer sur lui, elle a l'impression qu'elle ne le peut pas parce qu'il ne se bat pas de la même manière qu'elle. Mais en réalité, elle peut totalement. Et ça, elle le réalise au fur et à mesure du film. Et dans l'espèce de baston final contre Jobu Tupaki, qui est l'alter ego de sa propre fille. En fait, sa fille est tellement en perte de sens qu'il y a cet alter ego qui se crée d'elle-même, qui est cette espèce d'agent du chaos qui veut tout détruire. Vu que rien n'a de sens, autant tout faire péter. Et ceux qui savent à quel point j'aime tout faire péter dans les jeux vidéo finissent par comprendre pourquoi. Pourquoi je m'identifie beaucoup. Juste tout faire péter. Incroyable. Et donc, forcément, mère et fille se clashent jusqu'à cette finalité où Evelyn réalise que peut-être qu'il y a des moyens autres de se battre, notamment la façon de Waymond qui est de se battre par la tendresse, qui est de se battre par la gentillesse, qui est de se battre par l'optimisme, par quelque chose de plus doux. Et c'est pas non plus c'est quelque chose que j'aime bien dans le film, c'est que c'est pas le happy ending le plus total, mais ça met tout le monde sur la voie d'une espèce de guérison. À mes yeux, Waymond, on le croit passif et on croit que sa version Alpha Waymond est une version meilleure, alors que la version qu'on a déjà, elle est parfaite en fait, c'est juste que on la comprend pas. Mais c'est ça qui tu vois, c'est marrant en plus parce qu'au revisionnage tout à l'heure, sur le début du film, je me suis posé la question de la charge mentale. Parce que mine de rien, tu la vois au début, Evelyn, effectivement, elle fait tout. Enfin, t'as la sensation en tout cas qu'elle fait tout. Parce qu'elle est là en train de s'occuper des impôts, de trucs, machin, et puis elle est là dans la laverie, ouais, tout, pas de Google Eyes, il faut que Waymond, faut que tu payes, machin, etc., truc et tout, il faut que tu vois, etc. Et tu as la sensation qu'elle s'occupe de tout. Le truc, c'est que au moment du karaoké, au moment où elle pète un câble, etc., c'est Waymond qui va arranger les trucs. Même pendant la première discussion avec c'est Deirdre, c'est ça, le personnage de Jamie Lee Curtis, qui est incroyable aussi, comme tout le monde dans le film, mais c'est Waymond qui arrange les trucs. C'est Waymond qui parle. Et en fait, il est toujours là derrière. Il est toujours là. Et en fait, c'est un truc qu'ils font... En fait, elle a la sensation de tout prendre tout seul, mais Waymond, il est toujours là à côté d'elle. Il est toujours là à côté d'elle. Et comme tu dis, le truc, c'est que elle le voit pas avant, parce que justement, elle a la sensation qu'il se bat pas. Elle a toujours ce truc de mon stupide mari, qu'est-ce qu'il va faire comme bêtise, etc. Oui. Qu'est-ce qu'il va, etc. Parce qu'elle le voit danser avec les gens, c'est machin truc. Elle le voit mettre des petits yeux, des petits googly eyes partout, etc. Et là, elle se dit machin truc. Mais sauf qu'il est toujours là. Il est toujours là, il est toujours présent. Et c'est justement ça qui va la sauver du chaos. C'est justement ça qui va la sauver du chaos. Tout d'un coup, il y a ce truc avec le voilà. Elle va pour plonger dans le bagel et donc disparaître complètement dans le néant et voilà.
Et tout d'un coup, elle se retourne et puis, bah oui, en fait, bah, attends une seconde, parce que qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler à la dame. Pourquoi est-ce qu'il est en train de tout? Et en fait, non. Il est en train de tout arranger et il est toujours là. Et il sera toujours là. Et il Ouais. sera toujours là. Waymon, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle du couple, ce qui est assez atypique dans le couple homme-femme tel qu'on le voit au cinéma et tel qu'on nous le vend constamment, où c'est la femme, l'intelligence émotionnelle du couple. Là, en l'occurrence, c'est vraiment l'homme qui est l'intelligence émotionnelle et elle qui a ce côté qu'on nous vend habituellement comme plus masculin, justement, d'être la personne qui se bat, et qui tient la famille et qui tient le foyer, Mm. on comprend quand on a des parents étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, on comprend cette sensation d'avoir besoin de se battre en permanence. Vraiment, le quotidien n'est qu'une baston après l'autre. Voilà. C'est compliqué. Mais oui, du coup, Waymond est vraiment l'intelligence émotionnelle du couple. Je voulais revenir, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le film, sur cette histoire de bagel. Oui, pardon. On C'est va vrai qu'on parle de trucs. on Les parle gens de débarquent, il y a un bagel. Elle plonge dans un qu'est-ce qu'il bagel. me Qu'est-ce que raconte c'est que avec ce son truc? bagel? Alors, l'intégralité de ce film, si vous l'avez pas vu, vous allez juste être en mode mais qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Parce que c'est space, c'est très très space. Le bagel est une métaphore, en fait. Ce que dit Jobu Tupaki, l'alter ego de Joy, c'est que elle a voulu mettre toutes les possibilités du monde et tout ce qu'est le monde et tout ce qu'est la vie et tout ce que pourrait être tous les SI sur un bagel. Mais c'est une image en fait. Le bagel, finalement, à force d'avoir trop de possibilités, devient un trou noir. Et c'est ce trou noir qui devient hors de contrôle, qui commence à aspirer non seulement la réalité, mais toutes les réalités, en fait. Tout le multivers et toutes les possibilités et tout. C'est le bagel du rien n'a de sens qui finit par absorber et annihiler tout ce qui pourrait avoir du sens et qui devient l'agent du chaos je l'avais il y a 2 secondes. Jobu Tupaki. Jobu Tupaki. J'avais Jabu, Jabba, Jabba le Hutt. Non, pas celui-là. Mauvaise saga. Donc voilà, le bagel, c'est un trou noir. Grosso modo, s'il faut résumer, le bagel, c'est un trou noir, mais on va probablement l'appeler le bagel, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle dans le film. D'ailleurs, dans la version originale, c'est le Everything Bagel. En français, tu sais comment ils le disent? Non. Non, je sais pas. C'est une Non. vraie question, parce que je le Ah, regarde non, toujours ok. en version originale. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah non, mais alors après, oui, moi je suis team VO. Pardon pour les gens de la team VF, j'ai pas de bif. Je suis pas là en mode vous êtes des gros nuls. Non, non, pas du tout. Enfin voilà, en plus l'industrie du doublage, etc. On soutient bien évidemment les comédiens de doublage. J'en connais personnellement, tout machin truc. Donc voilà, j'ai même voulu l'être à un moment. Voilà, peut-être un jour, peut-être on verra. Mais par contre, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des films qui pour moi sont difficilement regardables, notamment en VF, notamment celui-là. Parce que d'ailleurs, quand je l'ai commencé à le regarder, il était en VF. Et j'ai un truc de parce que notamment, en fait, les dialogues en chinois ils sont en français. Ce qui tout de suite C'est sort ça. le truc pour moi. Ce qui sort immédiatement le Oui. truc. Sachant qu'une bonne partie des dialogues justement sont mi-chinois, mi-anglais. Mhm. Et que justement, il y a un jeu là-dessus, sur la confusion, etc. Sur le moment où elle parle au grand-père, et du coup, il faut parler chinois, et puis quand il est là, il faut parler anglais des fois, parce qu'il faut pas qu'il comprenne, etc. Et à l'inverse, les moments où le grand-père parle anglais, tout d'un coup, tout le monde est là, mais pourquoi il parle anglais? Et il y a un vrai jeu là-dessus, et encore une fois, on parlait de culture asiatique et tout. C'est complètement ancré là-dedans. Il y a quelque chose de très important et intéressant pour la communauté sino-américaine et sino de manière générale, c'est que quand Joy s'adresse à son père, elle s'adresse dans un certain dialecte chinois, et quand elle s'adresse à Waymond, c'est dans un autre type de dialecte chinois, et ça sert à mettre l'emphase sur les différences de statut social
Elle vient d'une famille plus, pas aisée, mais un peu plus haute socialement que celle de Waymond, raison pour laquelle le fait qu'elle soit partie avec lui de Chine, ça a été l'affront ultime. Elle a raté sa vie pour suivre l'amour, enfin ce genre de choses. Déshonneur sur ta famille, déshonneur sur ta vache. Ce genre de choses. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut pas capter en tant que personne qui ne parle pas chinois ou ni mandarin ni quoi que ce soit, et qu'on peut encore moins capter si on le regarde en VF. Et la VF te sort des enjeux de ce que c'est d'être un immigré dans un pays occidental, en fait, tout simplement. D'ailleurs, là-dessus, je l'avais oublié, presque oublié au revisionnage. Un truc effectivement très très asiatique et enfin pas asiatique, très chinois surtout. Il y a la toute première fois que Evelyn fait le voyage, enfin l'espèce de voyage intérieur où elle change de monde, etc. En fait, elle revoit sa vie dès le début, et il y a le moment où elle sort du ventre de sa mère, on comprend, et il y a le docteur qui fait à son père: désolé, c'est une fille. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà, rien que ça, tu vois, rien que ça. Rien que ça, qui est un truc effectivement qui va toucher effectivement en Chine la politique de l'enfant unique, etc. Et le fait que tu préfères avoir des garçons à des filles parce que, etc. Tout ça, patriarcat aussi, malheureusement, machin truc. Et qui font que. Et la réaction du père. Et tu vois en plus, c'est ça qui est. Le désolé, c'est une fille qui. What? Et tu vois la réaction du père qui est là un peu. C'est terrible. Tout ça pour appuyer le fait que c'est vraiment un film à voir en VO pour pouvoir apprécier l'intégralité des enjeux de ce que veut te raconter le film. J'ai un premier mini-jeu pour toi. Oh, magnifique. Je vais perdre avec plaisir, évidemment, comme d'habitude. Tout le monde se casse la gueule, t'inquiète pas. C'est un des mini-jeux assez traditionnels du podcast. On va faire un vrai-faux des anecdotes de tournage. Ah, yes. On va voir. J'y connais rien en plus pour le coup. Ouais, tu t'es pas trop C'est informé sur le film, comment il a été fait et tout. Mais c'est très très... Alors un petit peu, au sens où je sais notamment sur le plan technique par exemple, c'est fou. Là pour le coup, c'est des vidéos qui sont sur YouTube et qui sont trouvées facilement. Les effets spéciaux, ils ont été faits à 5 personnes. Parce que c'est vraiment... Ça, c'est un truc aussi... Eh bah, tu viens de me retirer ma première question. Merci beaucoup. Ah, pardon, je suis désolé. Mais c'est vraiment... C'est fou parce que le film... Il est inventif, mais c'est dingue comment il est inventif. Et ils étaient 4 pélos, quoi, parce que c'était un tout petit film. Il y a 20 millions, je crois, un truc comme ça, 20-25 millions, ce qui reste une grosse somme. C'est-à-dire qu'effectivement, 20 millions, c'est pas beaucoup, moi j'achète mon pain avec, bah, évidemment. Mais pour une production de cinéma de ce calibre-là, avec cette ambition-là, c'est pas grand-chose. Et vraiment, ils étaient 5, et il y a des images qui existent sur YouTube, effectivement, tu les vas expliquer qu'il y a beaucoup de fils, il y a beaucoup de débrouilles, etc. Avec du fond vert de la débrouille, il n'y a pas de moyen, mais bon, on va se démerder, on fait comme on peut. Et tu hallucines quand tu te rends compte de ça, parce que jamais tu le vois dans le film. Il n'y a pas un seul moment dans le film où tu te dis ouais, c'est pas très bien fait, là. C'est un peu... Jamais, quoi. Mais non, les effets sont très beaux. Non, mais voilà, du coup, tu m'as retiré une question, mais je vais en profiter pour ajouter des détails par rapport à ce point-là, vu que j'avais quand même des petits trucs supplémentaires. C'est que l'équipe de base était composée de 5 personnes, et ils ont gardé un petit peu le narratif de l'équipe de 5 personnes, parce que c'est un peu impactant, ça vend bien. Au début, ils étaient 5, ils sont allés jusqu'à 9 personnes, mais ce que je trouve encore plus sympa, c'est que t'en avais une bonne partie qui était complètement autodidacte. Ils n'avaient pas forcément fait de FX avant, ils ont pris des tutos YouTube, et ils ont appris tout seuls. Incroyable. Et c'est cette bande de comme tu dis, la petite bande de pélos qui sort de nulle part, qui se connaissaient de l'école de je sais pas où, les amis d'un ami, qui se sont foutus devant des tutos YouTube et qui t'ont sorti les superbes effets spéciaux d'un film multi-oscarisé. Au calme. Je trouve ça hallucinant. C'est à l'image du film, finalement. Ouais. Si tu prends 3 bouts de bois et ils te font un truc de zinzin. Bon, en l'occurrence, il y a beaucoup plus que 3 bouts de bois, mais c'est l'image. Il y en a au moins 4. Au moins 4, hein. Attention, on n'a pas mis 2 bouts de bois, on n'a pas mis 3 bouts de bois, on a mis 4 bouts de bois là-dessus. Oh, le budget. C'est en budget.
Le 4e bout de bois, il a fallu le négocier au bout de la prod et tout, c'était compliqué. Alors, on a demandé un 5e, on nous a dit non, là vous abusez, là les frères vous abusez, là les gens, les Daniels, là qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ben écoute, on passe tout de suite à la question suivante, vrai ou faux? Le script était initialement pensé pour Jackie Chan. Oui, c'est vrai. Bah tu vois que Ça, t'en je le sais savais. des choses. Et c'est et d'ailleurs, enfin Ke-Huy Kwan que j'ai même pas dit redécouvert, j'ai même découvert parce qu'en vrai, pour la petite histoire, il jouait un enfant, si je dis pas de bêtises, dans Il a Indiana joué dans Jones. les Goonies, il joue Data dans les Goonies, Voilà. et il joue un enfant dans Indiana Jones, en effet. Je sais plus le nom, mais... Voilà, ouais. je vais me faire taper dessus, j'ai jamais vu les Goonies. Je sais. Mais je sais, c'est pas grave, j'ai vu les Goonies la première fois il y a 2-3 ans de ça. Ah, ça me rassure un peu, merci. Parce que, non mais tu sais, c'est typiquement le genre de film où vraiment, ah ouais, c'est comme dans les Goonies, toi t'es là-bas. Oui. Évidemment, c'est quoi? Ça, voilà. Et voilà, pardon, oui, je vois un O point d'exclamation, pardon le chat. Non mais je sais. Non, c'était Je sais. O par rapport à Jackie Chan, je pense. Ah, peut-être. Ah, on va voir, on va demander. Pal, qu'est-ce qui t'a Voilà. surpris? Quel est le choc? Mais ah, Jackie, oui. Ah voilà. Je préfère les Les Goonies. goodies. Surtout quand ils sont gratuits. Et c'est parenthèse en passant, c'est pas plus mal aussi. Alors c'est pas plus mal déjà parce que Ke-Huy Kwan effectivement, donc j'aime pas dire redécouvert mais découvert parce qu'il a eu des petits rôles à droite à gauche, mais il est parfait. Je veux dire quand Il est je suis là en magistral. train de dire voilà, quand je dis Waymond c'est moi, c'est aussi parce qu'il le joue divinement bien. Ouais. Toutes les parties, tous les Waymond, il le fait extraordinairement bien et il est émouvant et c'est un des plus beaux moments des Oscars dans ma vie, le Oh. moment où il l'a eu et il est en train de. Il a un speech qui est émouvant, Ouais. c'est un enfant de Oui. 10 ans qui a un Oscar. Et t'as tellement envie de lui faire un câlin, de lui faire mais oui, mais c'est trop bien. Ah mais moi j'étais Et en c'est hoquet de chagrin. Il a reçu son Oscar, on m'avait perdu. Ah non, mais c'est ça quoi. Mais c'est ça, mais c'est rien que là, j'ai vu Zootopie 2 qui est très bien en passant il y a pas longtemps. Et du coup, je savais pas du tout, mais il y a Ke-Huy Kwan dans le cast anglais, dans les doublages. Et je savais pas du tout, j'ai entendu sa voix, rien que d'entendre sa voix, j'étais en mode Oh bébé. mais oui, grave. Voilà. Et oui, et l'autre bonne raison aussi pour laquelle c'est pas plus mal que ce soit pas Jackie Chan, on rappelle que Jackie Chan c'est pas quelqu'un de très ouf, puisqu'on est sur quelqu'un qui a renié sa fille quand il lui a dit qu'elle était homosexuelle. Ah. Voilà. Pas Vous ne le dingue. saviez pas, je vous l'ai. Voilà, pas dingue. Mais oui, voilà, à la base, l'entièreté du scénario était pensée pour un protagoniste masculin. Ils avaient les Daniels, Jackie Chan en tête. C'était supposé être le pendant d'Evelyn, mais au masculin, donc au final quelque chose de beaucoup plus banal, entre guillemets, d'avoir ce père dépassé, mais comme on en parlait tout à l'heure, au niveau des rôles dans le couple, c'est le daron qui veut porter son foyer, dont le mode de vie est à quelque chose de plus offensif, et donc du coup, le rôle de... je vais réussir à le dire sans mal le faire, Ke-Huy Kwan aurait été pris par une meuf, et on se serait retrouvé sur un schéma hétéronormé, boring as fuck. Et au final, Jackie Chan était pas dispo. Et ils ont dû réécrire le script. Ils se sont dit, tiens, on va mettre une femme au centre plutôt. Et au moment de réécrire le script en mettant une femme au centre de l'intrigue, ils ont commencé à avoir Michelle Yeoh en tête, et ils se sont même dit, honnêtement, il y a un monde où si Michelle Yeoh ne veut pas faire le film n'existe pas parce que c'est elle. Eh oui, mais Michelle Yeoh, mais... Elle est incroyable. Eh bah nickel, eh bah formidable, voilà. Donc Jackie, on ne te salue pas, du coup. Voilà. Merci de ne pas avoir joué en plus dans ce film, parce qu'en Ciao, plus, quelque Jackie. part, Voilà. Next, vrai ou faux? Un multivers musical était prévu. Alors ça, je ne sais pas, mais j'ai envie de penser que oui. En effet. Ah bah. Il devait y avoir un multivers musical, et les scènes ont même été tournées. Et en fait, il y a plusieurs multivers qui ont été tournés, bel et bien. Le premier cut du film faisait 2h40. Donc il y a des univers qui n'ont pas fait le cut, qui sont pas passés, donc notamment le multivers musical et le multivers spaghetti. Voilà, où Evelyn était une pâte. Evelyn était un spaghetti au fond d'un pot qui avait un fils qui avait hâte d'être utilisé
comme... tu sais, il y a des gens qui vérifient la cuisson des pâtes en prenant une des pâtes et en la jetant contre un mur pour voir si ça adhère ou pas. Il y a des gens qui font ça. Et donc du coup, l'histoire de ce multivers-là, c'est que son fils a super hâte de se faire jeter contre le mur pour être l'élu de la vérification de la cuisson des pâtes, ce qui montrera qu'il est un homme. Tu es un bonhomme, tu es mal alpha, tu colles au mur. Tu es mal alpha, mon fils. C'est bon. C'est bon. Il y a des gens qui font ça pour les crêpes aussi. Vous êtes bizarres. C'est vrai. Mais Dieu merci, on a toujours l'univers des gens avec les doigts saucisses, bien sûr, évidemment. Le meilleur. L'univers des doigts saucisses, il est incroyable. Question suivante. Vrai ou faux, les googly eyes ont été ajoutés en post-prod? Non, ça c'est faux. Non. Non, ça c'est. Je serais très triste. Le mec qui exagère et tout. Quoi? C'est pas des vrais googly eyes? Je serais dévastée. Je m'en vais tout de suite. Fin de ce live. Coupez tout. Coupez immédiatement. Je m'en vais. C'est pas possible. Non, pas plus sérieusement. Non, mais je pense pas. En vrai, je pense pas. Tu as raison. Les googly eyes, pour ceux qui n'ont pas vu le film, les googly eyes représentent Waymond. Pour faire vraiment très très simple, Waymond, dans la réalité d'Evelyn, a cette passion de foutre des googly eyes partout. Les googly eyes, c'est quoi? C'est les yeux en stickers qu'on peut mettre parfois sur les travaux manuels des enfants. Ça représente la naïveté et la douceur et le côté cucu, les petits oiseaux de Waymond, en tout cas. C'est supposé le symboliser, lui, sa façon d'être, sa façon de faire, tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, est représenté par les googly eyes. Il a tendance à en cacher partout, ça rend Evelyn zinzin, elle déteste ça. Au fur et à mesure, les googly eyes prennent cette place-là. À la toute fin, je vous méga spoil, j'en ai rien à cirer. La façon dont Evelyn a de dire que à partir de maintenant, elle va inclure la façon de se battre de son mari dans sa façon d'être à elle. Elle prend un googly eye et elle le met sur son front, entre ses deux yeux. Son troisième œil à elle, c'est le googly eye qui représente la douceur et l'intelligence émotionnelle de son mari. C'est très beau et très goofy à la fois, j'adore. Et c'est vrai que dans la mesure où il se bastonne avec des googly eyes... avec un googly eye sur le front, et il fait chaud sur les plateaux de tournage. Je sais pas si vous avez idée d'à quel point il fait chaud sur les plateaux de tournage. Il y avait un monde où ça se décolle tout le temps, c'est galère, le raccord maquillage, tout ça, ça aurait été plus simple de le faire en post-prod, mais non, c'est le vrai googly eye, le vrai sticker, et là, à chaque fois qu'il y en a un quelque part. J'ai un dernier vrai faux pour toi. Ah, attends, j'ai eu tout bon là. Oh mon Dieu! Tu vas être le premier. Attends, j'ai la pression. Attends, je suis pas prêt. Vas-y, mon champion. Je crois en toi, mon champion. Oh mon Dieu. On dirait les téléfilms ricains. Oui, Kevin, tu vas devenir quarterback. Moi, je crois en toi, Kevin. Tu vas faire ce touchdown. Toute la ville te regarde, Kevin. Pour l'Amérique, John. Pour l'Amérique. What a man under the tree. Oh, Seigneur. Oui. Bon, est-ce que t'es prêt? Je te sens pas concentré, concentre-toi. Attends. 3, 2, 1. Vas-y. Le personnage d'Evelyn a été conçu à l'origine comme souffrant d'un TDAH non diagnostiqué. Alors, oh putain. Oh, c'est pas... oh, ça sent le piège. Attends, ça sent le piège, ça. Attends, ça sent le piège. Non, c'est faux. Je suis déçue. Non. Tu me déçois. Oh, non. Tu me déçois, Kevin. Tout le pays avait les yeux rivés sur toi. C'était vrai. Merde. Mais c'est... Ah, ok. À la base, le personnage d'Evelyn a été pensé comme quelqu'un qui a un TDAH non diagnostiqué, et du coup, un des deux réalisateurs, à force de faire des recherches sur ce qu'est le TDAH pour pouvoir faire le personnage le plus accurate possible, a réalisé qu'il était lui-même TDAH. Ça a permis son propre diagnostic. Ah ouais, j'étais sûr.
J'étais sûr. Et pendant qu'il faisait ses recherches, d'ailleurs, il était là en train de... Attends, il y a une bonne vidéo sur YouTube, là, je vais la regarder 2 secondes. Il est en train de shuffle musique. De musique en musique. Non, pas celle-là, non, pas celle-là. J'ai passé le refrain, ça m'intéresse plus. Donc la suivante. Et non, il était sur des lives, comme les tiens d'ailleurs pour le coup, des lives de travail. Parenthèse en passant, sache-le que alors je ne vais pas sur tes lives de travail parce que ça a des horaires où je ne travaille pas en général à chaque fois. Mais ce truc de méthode Pomodoro, etc., machin, où t'as quelqu'un, en fait, t'as quelqu'un qui te regarde, donc t'es obligé de bosser, c'est un game changer de fou pour moi et ça fait énormément de bien. Donc il était là-dessus. Donc du coup, il est en train de... Parce que sinon, il allait partir à côté. Non, attends, faut que je me reste concentré sur le TDAH, sur le... Voilà, sur le... Oh, le TikTok, il a l'air marrant. Non. Oh, un petit chien. T'as vu le Golden Retriever? Non, oui, c'est ça. Puis c'est genre, il s'est levé, tu vois, il allait prendre un café, puis il a vu sa commode, enfin pas la commode, mais un tiroir qui était mal, truc, qui était... Attends, mais ça rouille quand ça... Attends, je cherchais mes outils. Non, attends, 2 secondes, il faut que je... Mais c'est le bordel, cette boîte à outils. Attends 2 secondes, je vais ranger la boîte à outils avant d'utiliser l'outil pour que ce soit bien fait. Ah, puis il y a plein de poussière là. Attends, je vais passer 2 secondes le petit... Bordel. Et il y a le deuxième Daniel qui l'a appelé. Alors, t'as fait le truc? Non, mais j'étais en train de nettoyer ma cuisine et... Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée, enfin le fait que les Daniels, ils ont un background de clips de musique. À la base, ça se voit énormément. Ils ont fait énormément de clips de musique. Ça se voit notamment dans le traitement du personnage de Stéphanie Hsu, qui a ce côté très showgirl. Quand elle est en Jobutupaki, c'est très showgirl. Elle est habillée en Elvis par moment, elle est habillée en Björk. C'est très très inspiré de certains outfits de scène de Björk. Donc je trouve que dans le traitement de ce personnage-là, on voit absolument tout le background musical. Donc il débarque un petit peu de nulle part avec un scénario chelou, leurs 4 bouts de bois, les fameux 4 bouts de bois, A24 qui leur dit « Ok, feu vert ». Et ça a changé leur vie, non seulement dans le fait que maintenant ils sont oscarisés, etc., ils sont connus, mais t'en as même un qui a pu se faire diagnostiquer son TDAH et probablement... non mais ça aide dans la vie de tous les jours d'avoir un diagnostic posé comme ça, ça a été life changer sous tous les angles. Oh oui. Et parenthèse très rapide à tous les producteurs d'Hollywood, puisque tous les producteurs d'Hollywood regardent ton émission, bien sûr, évidemment. Bien entendu. Donc on va leur dire, voilà, bien sûr, prenez Stéphanie Hsu dans des rôles, s'il vous plaît, vraiment. C'est parce que, enfin, on l'a presque oublié parce qu'elle est extraordinaire dans ce film. Je l'ai revue une fois, je sais plus c'est dans quel film, où j'ai fait, ah tiens, voilà, mais c'est tout. Mais vraiment, c'est une actrice incroyable. Prenez Stéphanie Hsu dans d'autres rôles, s'il vous plaît. Voilà, c'était mon coup de gueule, c'est tout. Voilà. Comme ça, c'est passé, le message est passé. Je la trouve merveilleuse et j'étais dégoûtée qu'elle ait pas eu son Oscar à elle, parce que je trouvais qu'elle le méritait largement. Vraiment, j'étais à fond derrière elle. Le problème, entre guillemets, de notre chère Stéphanie, c'est que non seulement elle est asiatique, c'est une femme et elle est pas maigre comme un clou. Non mais vous cherchez, ça fait beaucoup. Non mais vous cumulez en même temps à un moment. Désolé. Non mais oui, ça fait trop. Là à un moment, 1, 2, d'accord, mais 4, non. Ça c'est non. Pardon. Vous cherchez. Je suis désolé. Quel enfer. Mais voilà, c'est vraiment une super actrice. Et apparemment, le personnage de Joy a vraiment été construit autour d'elle, en fait. Elle a ce côté un peu quirky, un petit peu... Elle a cette bizarrerie, elle a cet humour-là. Et ils ont fait le fignolage de son personnage complètement basé sur elle et sa personnalité. Ça ne m'étonne pas. Actrice extraordinaire. Ouais. Pawa qui nous dit « Ce serait un débat intéressant, un débat sur le cinéma dans une société TikTok où la lenteur des films, le rythme plus posé devient un vrai repousseur pour la nouvelle génération. On le voit avec la série Pluribus qui est très lente, qui donne des éléments qui nécessitent de l'attention sur l'écran et qui est peu appréciée parce que lente. Alors le problème, chaton, Pawa, de ce genre de choses, c'est que tu vas me lancer dans un monologue. Je vais vous faire un tunnel que je fais à peu près à chaque putain de podcast sur le fait que Netflix a créé une génération
de gens qui ne sont plus foutus de regarder un film sans avoir leur téléphone dans la main et que c'est un mémo qui est donné à tous les réalisateurs d'avoir constamment des scènes de rappel de ce qui se passe pour les gens qui ont le téléphone dans la main parce que c'est devenu la normalité et vu que c'est devenu normal sur Netflix, c'est devenu normal pour tout le monde. C'est devenu le nouveau mode de consommation et ça m'énerve énormément. Je pense que vous l'entendez que ça m'énerve. Alors, puisqu'on est sur les coups de gueule, excusez-moi, la pizza à l'ananas. Là, bordel, il recommence avec ça. Il faut arrêter avec ça maintenant, ça suffit. Voilà, on a bien rigolé, maintenant ça suffit. Voilà, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Faut arrêter avec ça, c'est pas possible. Voilà, c'était le quart d'heure coup de gueule, on peut avancer. On arrête là, c'est bon. On se reprend. On a dit ce qu'il fallait. On a dit, les termes ont été dits, les messages ont été passés, c'est bon, on est bon. On est prêt. Oui, on va revenir sur le film. On parlait du fait que l'un comme l'autre, on a un petit peu cette sensation de, pour parler de soi-même, le film le fait mieux que ce qu'on nous-mêmes on pourrait faire, donc juste, t'as envie de foutre tout le monde devant ce film. Est-ce que c'est un film que tu transmets beaucoup ? Est-ce que t'as mis des gens devant ? Tu l'as conseillé, ou peut-être que t'avais quelqu'un à côté de toi pendant que tu regardais le film parce que tu voulais absolument leur montrer. Est-ce que tu tiens à montrer ce film aux gens ? Alors, déjà, j'ai jamais regardé ce film avec des gens, j'aimerais bien, ceci dit, mais j'ai toujours regardé seul. Il faut savoir que le cinéma, c'est un truc que en général, en tout cas, je pratique seul. Je pratique seul pour une raison très simple, c'est que moi, c'est purement personnel. Moi, j'ai un vrai kiff. Déjà, je suis de la team premier rang. Tout le monde n'est pas de la team premier rang, ça je sais, c'est un truc un peu handicapant pour des gens qui n'ont pas forcément envie. Bah, je vois le... Oh, en effet. Non mais ouais, mais j'aime. Non mais t'as l'impression que la salle elle est que pour toi, tu peux t'étaler, t'en as rien. Ah oui, je comprends tout à fait le kiff du premier rang. Moi, c'est juste que ça me défonce les yeux et la nuque. Je suis team centrale. Je suis team si je ne suis pas exactement au milieu de la salle, je suis frustrée. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais au-delà de ça, un de mes grands plaisirs dans la vie justement, c'est le cinéma seul parce que j'ai ce truc où, en général. Quand je regarde un film, sauf si c'est un film qui est sympa, ou qui est rigolo, ou qui m'a pas touché, ou que je trouve nul à chier, c'est rare, mais ça arrive. Quand le film m'a vraiment touché, je suis encore dedans juste après. Et j'ai ce truc où t'es avec quelqu'un, le premier réflexe c'est d'être en mode alors, c'est trop bien. Et là, le personnage, et là, le mec, il a voilà. Moi, je suis encore dedans. Je suis encore dedans. C'est un peu comme si le film c'était un sachet de thé. Et moi, j'étais la tasse d'eau chaude, en fait, tu vois. Et il faut le temps que ça infuse encore un peu. J'ai besoin d'un peu de temps, etc. Et d'ailleurs, un de mes gros kiffs, quand je regarde un film qui me touche vraiment, c'est de quitter la salle en allant sur Deezer, en cherchant une playlist du film en question, et de sortir de la salle et de rentrer chez moi avec la BO du film dans les oreilles, pour être encore dedans, tu vois. Ouais, je comprends. Pour être encore dedans. Donc oui, donc je l'ai pas vraiment montré à des gens en étant là. Par contre, j'ai pas arrêté de le conseiller à des gens au moment où... c'était avant les Oscars. Parce qu'après les Oscars, en fait, à peu près tout le monde savait ce que c'était, même sans forcément l'avoir vu, tout le monde savait à peu près ce que c'était. Mais avant les Oscars, et notamment dans les 2-3 premières semaines, je crois que c'est 2 semaines en plus, il restait que 2 semaines sur la première exploitation. Sur les 2 premières semaines, j'ai pas arrêté de dire aux gens, mais va voir ce film, c'est trop bien, va voir ce film. Oui, d'accord. Non mais va le voir. Voilà, j'étais vraiment comme ça. Et ce qui... Ouais, c'est là où tu vois justement, il y a des gens autour de moi, j'aurais été tapé dans le micro moi, il y a des gens autour de moi qui l'ont adoré bien sûr, évidemment, il y a des gens qui ont moins accroché pour des raisons que je peux comprendre, tu vois, par exemple, sur le côté, tu vois, on parlait tout à l'heure du côté, alors c'est un multivers, et il y a un bagel, et il y a des gens pour qui c'est beaucoup. C'est bizarre. Ouais. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup le côté SF en soi, parce que effectivement ça part de multivers, mais c'est un prétexte en vrai parce qu'on s'en fout au fond. Oui. C'est pas, en fait tu le comprends assez vite qu'au début il y a le côté oui, il n'y a pas le temps, vite, le multivers, oui, ah bon, quoi, etc. Mais très très vite tu te rends compte que c'est pas du tout ça, enfin que c'est un prétexte pour parler de bien autre chose. Mais je peux comprendre que ça refroidisse des gens, par exemple, tu vois. C'est, il y a une amie qui m'avait dit par exemple, pour moi c'est trop. Et je peux le comprendre, tu vois. Pour moi, c'est trop d'un coup, c'est trop. Et puis il y a beaucoup d'absurde aussi, très assumé dans le film, qui va pas plaire à beaucoup de gens. Quand on se lance dans un film qui a une telle profondeur, on a un peu envie que ce soit sérieux et que ça se prenne au sérieux, et le film ne se prend pas au sérieux. Rakakuni. Juste ça.
Rakakuni, c'est la version what the fuck d'un des univers parallèles où il y a un chef qui est maîtrisé non pas par un rat, mais par un raton laveur. Il a une immense toque et sous l'immense toque, il y a un bon gros raton laveur qui maîtrise ses mouvements et tout. C'est très très drôle. Et oui, le film est aussi très drôle, évidemment, au-delà, en plus de tout ça. Il est malgré tout rempli d'humour, de moments très inventifs. Et même ces moments-là, ils savent être touchants. Je pense à la séquence des pierres, notamment, qui est d'une inventivité folle. Ah oui, Et j'adore. vraiment, voilà. Et où c'est en gros parce qu'il y a un moment où les deux, Evelyn et Joy, se retrouvent dans un univers où, en gros, la vie n'est pas sur Terre. Joy explique que c'est le cas de la plupart des univers d'ailleurs, où les conditions n'ont pas été remplies pour qu'il y ait la vie sur Terre. Et du coup, les deux sont des pierres. Et du coup, il n'y a rien. Il y a un grand silence. Il y a juste les deux pierres qui sont filmées avec il y a des petits champs contre-champs, etc. Mais c'est deux pierres, quoi, donc elles ne bougent pas. Et il y a des petites polices d'écriture au-dessus qui symbolisent leur dialogue, en gros. Mm. Et même ça, c'est fou. Enfin, tout est. Et si je me trompe pas, la seule chose qu'ont les pierres, c'est des googly eyes. Alors, justement, ça, c'est à la fin, justement. C'est à la fin. Hein. En fait, la première fois, parce que la on première les voit fois pas, elles sont de dos. En fait, plus exactement, la première fois que les deux sont dans cet univers-là, où tout d'un coup, voilà, elles sont en train de se dire justement, oui, il y a rien, rien n'a de sens, etc. Voilà, tout se vaut et rien n'a de sens. Il n'y a pas ce truc-là, c'est juste deux pierres. Et c'est le moment où justement Evelyn est en train de changer, qu'il y a ce truc où on voit la pierre bouger et se tourner, et elle a deux googly eyes, et elle est en train de dire justement, il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut, et t'as Joy qui est là, non, mais arrête, laisse-moi, etc., laisse-moi tranquille. Et c'est encore une fois le symbole de Waymond et tout. C'est ça. Ouais, j'adore cette scène. J'aime vraiment beaucoup l'univers avec les saucisses à la place des doigts. Quand j'ai montré le film à ma mère, elle a détesté ce multivers parce que c'était trop grotesque. Et je peux tout à fait comprendre, c'est extrêmement grotesque et c'est pas agréable à voir. Il y a un truc, je pense que c'était un minimum de dysmorphophobie, le fait de voir ces immenses doigts saucisses là très très longs, c'est perturbant, c'est une canivalette, tu vois. Mais c'est... Sauf si on aime bien les saucisses. Sauf si on aime les saucisses. Mais c'est, à mes yeux, un des multivers qui a le plus de choses à dire. Oui. C'est très Parce très vrai, ça. que c'est un des multivers où Evelyn n'est pas avec Waymond. Elle partage sa vie avec Deirdre. Comment tu le dis en français? C'est vrai que Deirdre, oui, c'est pas fou. Deirdre, c'est pas foufou quoi. Deirdre, inspectrice des impôts. Voilà. La tristesse du truc. Deirdre. Oui, mais Deirdre, elle est en couple avec Deirdre et elles font du piano avec leurs pieds. Enfin, c'est très étrange. Mais c'est un multivers où Evelyn est lesbienne. Et Evelyn, qui a du mal à accepter l'homosexualité de sa propre fille, il y a un multivers où c'est elle qui est lesbienne, comme quoi tout est possible à base de Essie. Deirdre, qui est cette espèce de némésis dans la vie de tous les jours, qui au final représente quoi? Ce pays qui est pas le sien, qui a l'air compliqué, qui a l'air d'être contre elle. Voilà, c'est cette sensation que le pays qui t'accueille est ton ennemi au quotidien. C'est vraiment ce que représente Deirdre, qui donc travaille aux impôts. Là, du coup, c'est la personne qu'elle aime, et elles ont une superbe histoire. Honnêtement, leurs scènes, elles sont d'une tendresse, d'une douceur. Je trouvais ça trop beau. Mais oui, mais c'est un cœur qui se débloque pour moi à ce moment-là aussi, parce que ce qui est le cœur de ce personnage-là, c'est que c'est quelqu'un. C'est teasé au tout début, et tu le comprends petit à petit, mais en gros, elle a été mariée. Et son ex-mari a demandé le divorce. Mm-hmm. On ne sait pas trop la raison, mais peu importe. Et il y a ce truc de je pourrais plus jamais aimer qui que ce soit ensuite. Et d'ailleurs, quand elles ont le dialogue, ça m'avait frappé, je l'avais oublié aussi, ça m'avait frappé au visionnage. Mais elles ont ce dialogue quand elles sont dehors. Et Evelyn qui lui demande mais pourquoi, etc. Pourquoi est-ce que vous m'avez laissé partir et tout, et qu'elle explique que elle dit quand mon mari a demandé le papier du divorce, j'ai embouti sa voiture dans la cuisine de ma voisine. Sous-entendu, en fait, je sais ce que c'est que de péter un plomb, etc. Machin.
et elle dit It's the cold-hearted bitch like us that makes enfin voilà, c'est voilà les femmes, je sais pas trop comment traduire ça correctement, mais les femmes sans cœur en gros, et voilà les gens sans cœur, etc., qui font tourner le monde, etc. Evelyn lui dit non, mais non, je suis pas d'accord avec vous, au contraire, il y a toujours un moyen d'aimer, il y a toujours une façon d'aimer, et c'est vie en parallèle justement avec cet univers qui au début qui était présenté dans un truc où elle constate, elle est un peu comme toi Evelyn, elle est là, elle a des doigts saucisses, elle fait qu'est-ce qui se passe. Ouais. Il y a cette vidéo avec l'espèce de comédie musicale avec les deux Oui, en train de se manger les doigts avec du ketchup et de la c'est moutarde dans la vraiment bouche, ignoble, c'est vraiment pas Voilà. agréable à regarder. en train de faire ah mon dieu, et effectivement et d'autres moments pareils où t'as effectivement Deirdre qui est en des espèces de parallèle nuptial qui est là comme ça avec les doigts, avec ses doigts saucisses, Oui, et elle est en train de se dire ah mon dieu au secours, et tout est tourné de façon à ce que ce soit hyper ridicule jusqu'à ce moment-là où tout d'un coup ouais elle se défait de ce truc là de ah j'ai des doigts saucisses et c'est bizarre et tout machin, et juste ouais je vais lui donner de l'amour, c'est sachant ça. qu'en plus dans cet univers-là, tu vois Deirdre justement qui essaye, elle va plusieurs fois vers Evelyn et tout, et tu la vois qui fait un dîner, etc. Et tout d'un coup c'est Evelyn qui s'en va, elle est en pleurs et tout, tu l'as avec sa valise en disant ouais et tout, si j'ai dit quoi que ce soit je suis désolé et tout. Ce rabibochage avec l'amour finalement. Ce rabibochage, parce qu'il y a cette conclusion chez tous les personnages, c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'il n'y a pas un seul acteur ou actrice qui soit dans tous les multivers possibles Oui. et qui soit entre guillemets réutilisé, et chacun a sa propre histoire finalement. Chacun a sa propre histoire et ses propres nœuds, en fait, ses propres nœuds de vie qui font qu'il galère, parce que t'en as un qui pense à son à sa femme qui est décédée tout le temps. T'en as un qui comment dire ça, qui aime les plaisirs sadomasochistes, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. T'en as un qui, etc. Et ils ont tous leurs propres problématiques différentes, qui fait qu'ils arrivent pas à vivre et qu'ils sont bloqués dans le combat. Dans le combat au sens strict du terme, Ouais. il faut se battre, la vie c'est dur, et c'est comme ça, etc. Et il leur manque à tous et à toutes ce petit twist d'amour, ce petit twist pour voir la vie différemment, ce petit twist qui tout d'un coup va leur permettre de se résoudre un peu intérieurement quelque part. C'est ça. Et oui, effectivement, j'ai dérivé beaucoup, pardon, mais juste Non, pour mais conclure t'as rapidement, raison. ah. Au final, C'est- de voir la vie à travers des googly eyes. Exactement. C'est ça, leur googly eyes à eux, ils sont là, tu vois. Et donc cet univers-là, passer le ah, c'est saucisse, c'est flouche, machin truc. Il y a ce vrai message derrière, qu'on peut s'aimer même avec les doigts saucisses. C'est d'ailleurs ce que dit le personnage d'Evelyn à un moment, c'est que même dans un multivers où on a des saucisses pour doigts, on trouve le moyen de s'aimer et de faire du piano avec les pieds. Je pense que c'est à peu près la quote, c'est on trouve le moyen Exactement. de s'aimer Oui. tel qu'on est, de s'aimer les uns les autres et de faire des belles choses. Parce que tout ça, c'est superficiel, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être gentil et de s'aimer les uns les autres. Ce qui est un peu cuicui les petits oiseaux, mais n'empêche que c'est pas mal de le rappeler de temps en temps. J'ai un autre jeu pour toi. Ah, attends, je prends une gorgée de là parce qu'il faut que je sois prêt. Là déjà, j'étais proche du perfect, je l'ai pas réussi. Ah mais là Attends, c'est là, faut plus, que c'est un jeu de chill. Il y a pas d'enjeu, rien du tout, et ça Il va. y a pas de jeu de chill, c'est du combat. Je peux pas combien de dire. Le du but c'est de combat gagner. permanent. Il y a rien à gagner. Tu sais qui dit ça, qui est un truc de chill, c'est les losers. Voilà, tu veux être un loser? Non. Moi, je veux pas être un loser. Non, là c'est un mini-jeu dans lequel il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que ça va juste un petit peu nous parler de toi. Le jeu s'intitule Qu'est-ce que tu mets sur ton bagel? Oh, j'adore. Qu'est-ce que tu mets sur ton bagel? Ton bagel du chaos, ton everything bagel. J'ai une liste pour toi de choses et tu me dis si tu le mets dans le bagel des possibles ou si c'est pas nécessaire parce que ça se gère, tu vois. Tu me dis si jamais c'est pas Ok. clair parce que c'est très clair dans ma tête. Oui, en gros, c'est oui. Qu'est-ce que je ça, je le gère. Enfin, En fait, ça, je le mets pas sur le mes bagel yeux, parce que c'est pas. Ouais, vas-y. à mes yeux, le bagel, tu mets sur le bagel tout ce qui est trop lourd, tout ce qui t'angoisse, tout ce que t'arrives pas à gérer, tous ces et si et ces possibilités et ces choses de la vie de tous les jours dont t'aimerais te défaire. Et donc tu les mets sur le bagel. Ok. Donc soit tu le mets sur le bagel parce que tu l'envoies dans le néant du multivers et t'en veux plus en fait. Soit ça fait partie de ta vie et tu le gères et voilà, et ça n'a pas besoin de finir dans le trou noir. Ok.
Ne pas confondre avec le Beagle, en effet. Les messageries instantanées. Ah, quel enfer. Mais c'est non mais après moi les gens, enfin, je leur ai dit maintenant moi les gens savent. Hein, je réponds quand je vous réponds. Ouais. Vous êtes pas content, c'est pareil. Enfin, sauf truc professionnel, effectivement, tu peux pas trop dire pour une opportunité de taf. Non mais laisse-moi le temps, frère. Il faut 2 minutes. Je suis en train de voilà. Oui, non, effectivement non. Là non, bien sûr. Moi, mon problème, c'est que je réponds dans ma tête. Ah oui, Et bien vu sûr, que je évidemment, le classique. pré-réponds dans ma tête, mais je suis pas dans le mindset de répondre parce que ça va enclencher une autre réponse et ça va donner une conversation et je suis pas, c'est pas mon mindset de conversation. Je réponds dans ma tête ce que je veux répondre. 3 jours plus tard, je l'ai toujours pas fait et j'ai complètement oublié. Donc voilà, les messageries instantanées. Dans le chat aussi, vous avez le droit de nous dire est-ce que vous mettez ça sur votre bagel ou est-ce que ça passe. Ah, tu sais quoi, je vais prendre le risque de pas le mettre parce que je me dis faut que je me réconcilie avec. Ok. Les gens qui appellent sans prévenir. Non mais les gens qui appellent non. Les gens qui appellent. Les gens qui appellent tout court. Les gens qui appellent point. Bagel ou pas bagel? Oui, non mais arrêtez d'appeler, arrêtez de faire ça quoi. Sur le bagel, les gens qui appellent sans prévenir. Ton rythme de sommeil. Est-ce que je t'ai visé? Oui. Bagel ou pas bagel? Là, on est sur un truc où ça fait 2-3 semaines que je dors 4 ou 5 heures. Voilà. Et c'est pas volontaire. Spoiler, c'est pas volontaire. Bon, du coup, ça va sur le bagel ou pas? Le rythme de sommeil. Ça va sur le bagel. Jamais. Un univers où t'es comptable. Ah non. Pardon, c'est horrible hein, ce que je fais. Pardon s'il y a des gens qui sont comptables et qui nous regardent et tout. Balle perdue pour tous les comptables. Non mais il en faut et tout. Non mais c'est des métiers, il en faut, etc. Parce qu'on serait dans la mer de sang et tout. Et voilà, et un grand salut à tous les comptables qui nous regardent si on a, on sait jamais. Mais c'est purement personnel, je ne pourrais jamais faire ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais il y a un univers dans le multivers où tu es comptable. Et où je me fais chier. Je me fais bien chier. Donc ça va sur le bagel, l'univers où t'es comptable. Ah oui, Ok. oui. Ton syndrome de l'imposteur. Quoi? Alors là, je ne vois pas du... Non mais ce test n'est pas du tout adapté. Hein. Moi, un syndrome d'imposteur là, on me l'avait jamais fait celle-là. Sérieusement, demande à tes amis si j'ai un syndrome de l'imposteur. Oui, mais est-ce qu'il va sur le bagel ou est-ce qu'on le gère? Ah putain, c'est une bonne question ça. Ah ah. Non, ça sur le bagel. Non, j'adorerais pouvoir dire on gère, c'est bon, mais en vrai, il est complètement sur le... Oui, évidemment qu'il est sur le bagel. Allez, c'est le cream cheese. L'élément suivant, c'était la nostalgie. Est-ce que la nostalgie va sur le bagel? Ah, ça c'est intéressant, ça. Ça c'est très intéressant. Alors la nostalgie, c'est le tunnel de 5 heures. En effet, Platon déjà disait en son temps, toi t'es là, mais pourquoi je l'ai invité? Putain, mais pourquoi je l'ai invité, bordel? Tout le monde se casse, pourquoi je l'ai invité? Personne ne va entendre ça. Non, un peu plus sérieusement, la nostalgie, alors ça c'est ma vision personnelle de la chose, mais la nostalgie pour moi c'est un petit peu comme le sucre. C'est bon. Ça fait du bien, un petit moment sucré, c'est sympa, etc. C'est une petite douceur, c'est cool. Une overdose et trop de nostalgie, ça devient un peu dangereux et ça se termine en Trump, finalement. Et on peut devenir accro à la nostalgie. Et on peut devenir accro, absolument, on peut devenir accro à la nostalgie. Il y a un truc avec la nostalgie de façon générale, c'est qu'avec le temps, tu y retournes un petit peu, plus ou moins malgré toi, parce que il y a quelque chose, mais je crois que j'ai lu un truc là-dessus, c'est que c'est un peu physiologique parce que ça a quelque chose de rassurant en fait. Passer à peu près à partir de 30 ans, je crois, il y a un truc où petit à petit tu commences à te retourner un peu sur ce que tu as connu dans ton enfance, etc. et tout, parce que ça a quelque chose de plus rassurant et ça devient de plus en plus compliqué d'adhérer, de comprendre la nouveauté. C'est ce qui fait que tu termines à 50, 60 ans comme un vieux con, une vieille conne. Oh, bah, c'était mieux avant, on peut plus rien dire, c'est un truc, etc. C'est très challengeant pour le cerveau d'être constamment remis en question et devoir s'actualiser et se caler sur les nouvelles technologies et les bouleversements sociétaux et tout. C'est très dur. C'est ça. Même voir comment, quand t'as plus 20 ans, comment vit et voit le monde et comprend les choses quelqu'un qui a 20 ans. Et voilà, c'est un enrichissement extraordinaire. C'est un enrichissement extraordinaire. Vraiment. Et ce truc de rester bloqué
Non, les années, telle année, machin, ou quand t'étais jeune, et ci et ça, et c'est la magie, la nostalgie de l'enfance et tout. Ouais, c'est sympa, ça fait du bien, c'est un bonbon. C'est mignon et tout, ça fait du bien, mais au bout d'un moment, les bonbons, ça nique les dents. Et puis, j'ai mis la nostalgie aussi parce que ça ramène au film. Il y a beaucoup de nostalgie dans le film. La nostalgie, euh, de manière inhérente, te ramène à la notion du « et si ». Quand tu es en train de revisiter ton passé, tu revisites forcément les choix que tu as faits et ça devient un océan de « et si ». Et si j'avais fait autrement. Et tu as tous les fils du destin qui partent d'un simple « et si » de chaque choix du quotidien. Et Evelyn est très très hantée par la nostalgie et par les « et si » en fait. Et si elle n'était pas partie avec Waymond, ça aurait donné donc cet univers inspiré de In the Mood for Love. C'est que du « et si » tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au final, elle est un petit peu accro à la nostalgie. Ah oui, mais est-ce que tu me permets d'inverser un petit peu le cours de cette émission, de moi te poser une question? Bien sûr. T'as le droit de dire non, hein, mais c'est moi J'en qui pose profite la pour question dire ici. bonjour le route de secours, désolé, je t'ai pas mis avant, je t'ai vu, mais vu qu'on est en plein dans le truc. Bonjour le route de secours, bien sûr. Et c'est une question que je vais me permettre aussi, du coup, par extension, de poser au chat. Mais est-ce que toi, t'as des et si des fois? Est-ce que toi, t'as des moments aussi de trucs de mais si j'avais, tu vois, si je sais pas, si j'en sais rien, si tout d'un coup j'avais pas, si j'avais fait telle école, si tout d'un coup j'avais, je sais pas, si j'avais déménagé à tel endroit, à tel moment de ma vie, si j'avais... Est-ce que t'as des et si comme ça de temps en temps? Je suis complètement une addict au et si, mais genre vraiment, non mais maladivement et pas dans le bon sens du terme en fait. Ah merde, ah pardon. Je suis quelqu'un qui vit énormément dans le marasme de ses regrets. Je vis dans le et si permanent. Et si j'avais eu plus confiance en moi, ma vie n'aurait rien à voir. J'adore ma vie. Je suis très contente de ma vie. Mais c'est pas ce que j'espérais pour moi à 100%, tu vois. J'ai pas envie de vivre ma vie dans les regrets, tu vois. Je déteste ça. Je déteste ce mood que je m'impose à moi-même et j'essaye de changer ça. J'aimerais trouver un moyen de changer ça. C'est un boulot en cours, tu vois. C'est une transformation en cours qui est très difficile. Mais voilà, à mon tour de vous mettre un tunnel, tout ça pour dire que je suis complètement perfusée à la nostalgie et au et si, et je passe ma vie à me taper sur le crâne d'avoir fait les mauvais choix constamment. C'est par rapport à ça, voilà, pour la faire très courte, mais c'est une phrase qui m'accompagne souvent, que j'aime beaucoup, qui est une phrase de Nietzsche. Les regrets sont comme un chien qui mord une pierre, une bêtise. Merci pour ce grand moment de philosophie. Je vais transmettre à Oli. Oli Arrête de manger les pierres. Mais voilà, Nietzsche, peut-être, il a fait me Smoke. concernant, la nostalgie va sur le bagel, mais genre 1000 fois. Je pense que ma nostalgie, c'est ce qui fait exploser le bagel. Vraiment. La nostalgie, elle va sur le bagel ou pas au final? Alors, je vais dire oui, parce que si tu la prends dans ce sens-là, dans le sens de qu'est-ce que j'aurais pu faire et ne pas pu faire, etc., sachant qu'effectivement, c'est clairement un des sujets du film, puisque la dépression, au sens terre-à-terre, et le fait qu'elle vit, Joy, tous ces univers-là, vient de ce truc-là, qu'elle passe son temps, c'est une métaphore de ce truc-là aussi, énormément, de ce truc de passer ton temps, de dire si j'avais pas fait ci, pas fait ça, etc., et qu'au fond, plus tu retournes le truc, plus tu dis, mais au fond, quels que soient mes choix, en vrai, qu'est-ce que ça change? Ouais. Donc oui, pardon, oui, j'aimerais avoir la question. Ça va sur le bagel vraiment... ou pas? Oui, parce qu'elle en peut plus, je suis en train de répondre à un truc qui a rien à voir. Oui, j'adore le poulet. Ma réponse est oui, David Pujadas, j'adore le poulet. La réponse est jaune. Parfaitement. Oui, ça va sur le bagel, du coup, ça va sur ça le va bagel. sur le bagel. L'envie de tout lâcher et disparaître. Ah, elles sont très bien posées cette question, dis donc. Merci. Je suis à deux doigts de penser que tu me connais. Hein. C'est-à-dire disparaître, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un décès? Est-ce qu'on est sur un Ah qui non, tout lâcher, partir, je sais pas, en Corée, devenir quelqu'un d'autre, tu lâches toute ta vie actuelle et tu t'en refais une toute neuve. Ah non, hors de question. Non. Ah non, jamais j'irai élever des chèvres en Papouasie-Nouvelle-Guinée parce que la flemme, non. Ça va sur le bagel. Oui, du coup oui. Voilà. Pawa qui nous propose, vous préférez un monde sans le plat que vous adorez ou un monde où vous devez manger le plat que vous préférez tous les jours? Oh, le plat tous les jours, sans problème. Si c'est ton plat préféré, tu t'en lasses pas. Ah, je sais pas, je pense que j'arriverais à me lasser. J'ai tendance à me lasser assez facilement. J'aime pas manger 2 fois d'affilée le même plat de toute façon. Donc, Est-ce que c'est quoi ton plat préféré? Ce serait quoi? Mais je saurais même pas dire c'est quoi mon plat préféré. C'est ça la question. En fait, c'est
C'est que je suis pas capable de donner mon truc préféré, toute catégorie confondue, parce que je trouve ça pas juste de comparer des choses qui sont pas comparables. C'est trop. Et par exemple, je vais pas dire... Je vais pas comparer les plats en sauce tomate avec les plats en sauce à la crème, tu vois, c'est pas juste. C'est vraiment le truc. Tu sais, c'est le truc d'une gentillesse absolue, tu sais. Non, mais j'ai envie de dire les pâtes, mais je veux pas faire de mal aux pizzas. Puis, non mais voilà, il y a les plats à base de pâtes, il y a les plats à base de riz, et il y a les plats à base de patates. Comment tu compares tout ça pour créer ton plat préféré ultime? C'est trop difficile. Voilà. Moi je peux pas faire des classements. C'est pour ça que je déteste qu'on me demande mon film préféré, parce que je suis là, mais non, mais il y a des films d'horreur, il y a des films d'amour, il y a des films d'action, il y a des films... Je peux pas. C'est pas juste. J'adore le truc de Baljou qui dit c'est très très lu. Chaque plat en leur catégorie. Exactement. Il y a un côté Oscar un peu. Il y a un côté. Et l'Oscar de la meilleure pizza va à. Non, mais c'est tout à fait ça. Il y a des catégories. Le plat en sauce. Padam, padam, padam. Tu me demandes ma pizza préférée, chèvre miel, aucun problème, parce que c'est catégorie pizza. Oui. Merci. Quel banger. Après, je dis ça, il y a la 4 fromages quand même qui est pas loin. On va s'entendre sur chef. Bah oui, la tier list, la tier list évidemment. Ouais, bien sûr. Non mais oui, mais chèvre miel. On va se rejoindre, on s'entend sur chèvre miel. Voilà, on s'entend. Voilà, on se serre la main. Magnifique, parfait. Plein, et au final, est-ce que c'est vraiment écologique? Ah mais je les prends jamais moi. Ah ouais? Je les prends jamais. Enfin, déjà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de festival. Je suis le genre de pigeon, à chaque fois qu'il y a un éco-cup, je suis là, oh, ça me fera un souvenir, je n'ai plus de place. Je peux plus y mettre nulle part les putains d'éco-cup. Moi j'ai ça avec les tasses, j'ai dû il y a pas longtemps arrêter de me dire qu'il fallait que j'arrête d'acheter des tasses parce que j'en avais suffisamment. Oui, j'ai arrêté aussi, j'en ai trop de mugs. Mais non ouais, mais je les prends. Mais après ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de festival en même temps, donc du coup ça va. Non ça va, je suis tranquille. Ça va les éco-cups des festivals, ça marche. Palcer les sacs cabas, ça va. J'ai commencé à avoir ce truc avec les sacs cabas, je me suis vue tomber là-dedans et j'étais non, pas ça. Je me suis vue tomber là-dedans. La meuf, on dirait qu'elle parle de la bête. Enquête exclusive, ce deal de sac cabas dans le... Voilà. On a fait le tour de ton bagel. On a fait très joli bagel. C'était un très joli bagel. Pour revenir sur Everything Everywhere All at Once, c'est un film, comme on disait, un peu odd au cinéma, qui réunit 1000 films dans un film. Notamment, donc on avait parlé de Matrix, Ratatouille, il y a du Kill Bill, 2001 l'Odyssée de l'espace, In the Mood for Love, bien évidemment. Est-ce que toi, c'est un film qui a eu un impact sur ton regard vis-à-vis du cinéma, ou alors est-ce que ça t'a inspiré de voir d'autres films qui soient du même genre, ou alors dont les références sont dans le film? En fait, moi, c'est surtout sur le côté admiratif. Le côté, je suis admiratif parce que vraiment, il y a des plans qui sont fous, quoi. Il y a un plan, il m'avait marqué déjà au premier visionnage, et je m'en suis rappelé là parce que il est fou, ça paraît rien, et il dure un quart de seconde. Il y a un plan, quand ils sont en train de la première fois que Waymond est en train de se battre, où il a une banane, il a son petit sac banane. Oui, incroyable. Voilà, le plan qui en fait, où c'est la caméra qui est sur la banane, en fait, et tu vois la caméra qui, en fait, la banane qui est jetée comme ça, et la caméra est sur la banane, et en fait je me suis rendu compte là, je vais même pas réaliser ça, c'est du stop motion en fait, mais qui est ultra rapide parce que le plan il dure vraiment une demi-seconde, mais c'est tellement fou, mais c'est d'une inventivité folle, et c'est tu vois, on parlait de cinéma asiatique justement, ils ont cette capacité à faire des plans des fois, tu te dis mais c'est dingue quoi, mais c'est génial, et ça marche, et ça marche, et ça fait sens. Et c'est sur l'inventivité, même sur le fait, c'est un petit détail aussi pareil, j'y repensé en le revoyant, mais le moment où en gros Evelyn commence à voyager d'univers en univers et réalise qu'il y a un monde où elle aurait pu être une grande vedette de cinéma, il y a des vraies images de la vraie Michelle Yeoh, de la vraie vie. Oui, en effet. Où en fait elle est là, ça dure un quart de seconde, mais c'est des images en fait où elle est, c'est pendant des récompenses dans des films, etc., ou des images de tapis rouge en fait concrètement quoi. Et c'est des vraies images de Michelle Yeoh de la vraie vie. Et ça marche parfaitement. C'est l'inventivité folle. Et le fait de dire effectivement, ça te frappe encore plus quand tu le sais que ça a été fait avec pas 3 francs 6 sous. Exagérons pas, mais avec 4 bouts de bois, effectivement, et avec 9 personnes au grand max. Pour un film comme ça, c'est fou. Et que tout est d'une inventivité complètement dingue. Et
Et je réalise là-dessus, je trouve ça dingue ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que des gens étaient autodidactes et qu'ils ont appris sur le tas Ouais, pendant ouais, qu'ils ouais. faisaient Moi, je trouve ça fabuleux. J'avais pas besoin d'une raison de plus d'aimer ce film, bah, j'en Mais ai qu'une quand même. C'est génial, personnellement, ça j'adore. me donne tellement foi dans le cinéma de me dire que tu peux encore sortir de nulle part et pas forcément obtenir tes lettres par népotisme en fait. T'as pas forcément besoin d'être l'ami d'un ami, de quelqu'un de Spielberg ou quoi que ce soit. T'as pas forcément besoin de te faire pistonner d'une façon ou d'une autre. Si t'as de la créativité, une équipe de bons potes prêts à se donner à 100% et des heures et des centaines d'heures de tutos YouTube, let's go, on fait un film en fait. Et on fait un bon film. Et pour répondre à ta question, sur le rapport au cinéma, c'est pas tant un truc de voir ces films. C'est horrible, ça fait un peu. J'avais déjà vu tous ces films, évidemment, je les connaissais déjà. Je suis un cinéphile, voyons. Tout de même, pour que. Non, parce que je veux dire, excuse-moi, tu parles de cinéma, t'as pas vu tous les Tarkovsky, je comprends pas. Non, pas du tout ça. Si vous avez une expérience du cinéma nulle et si vous avez pas vu Everything Everywhere All at Once, y a pas de souci. Hein. C'est Oui, pas clairement. un truc genre où t'as le réalisateur qui te regarde en mode, tu vois, l'allusion à Pierrot le Fou, la nouvelle vague, je veux dire, voilà, c'est quand même l'histoire du cinéma. Non, on n'est pas Contrairement là-dessus. à La La Land. Oh là, oh là, oh là, oh là là, oh là 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 là, oh tu vas avoir des problèmes toi. Oh, tu cherches la merde. Toi, tu cherches les gros problèmes toi. Hein. Toi tu cherches les désabonnements de tout le monde, tu cherches voilà, tu cherches la révolution. Tu Mais cherches de toute façon, voilà. il y a rien que je n'ai pas dit. Il y a rien que je n'ai pas dit pendant le podcast sur La La Land. Je l'ai dit que à mes yeux, La La Land, c'était juste du. Vous avez vu à quel point je connais mes références. Bah. Mais j'ai pas vu. On va pas. Non, je vais pas partir là-dessus parce que sinon voilà. Parce que très rapidement, mais juste, pour moi, La La Land, c'est une mauvaise comédie musicale au sens où je n'ai retenu aucune musique en sortant, mais c'était un très beau film. Mais par contre, je vois pas du tout le. Bon, non, mais on va pas partir là-dessus. On va pas partir là-dessus. Non, il y a un trait. Voilà, effectivement. Regardez le podcast sur La La Land qui est sur ce sujet-là pour le coup. Et revenons sur ce qui nous intéresse, à savoir la pizza à l'ananas pour ou contre. Non, voilà, donc... lâche la pizza à l'ananas. Respire, pensée joyeuse, chèvre-miel, chèvre-miel. Le petit goût sucré là sur le petit chèvre. Et les petites noix qui donnent de l'amertume. Ah oui. Prochain podcast sur la pizza. Non, mon très cher Enad, on arrive sur la fin. On arrive sur les questions traditionnelles de la fin de Pitch Please. À savoir, pour commencer, est-ce que tu as une unpopular opinion sur le cinéma ? Bah, c'est vrai qu'il y a des trucs que je défendrais avec mauvaise foi jusqu'à la mort. Ça, il y a des choses, voilà, je sais que c'est moi, je sais que j'ai conscience. Ah voilà, oui, on va prendre celui-là parce que c'est peut-être un des trucs qui divise le plus quand j'en parle et j'adore en parler parce que... Et regardez les gens, tu sais que tu dis une dinguerie pour la personne en face, donc tu regardes la personne droit dans les yeux en mode qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ce que je vais faire tout de suite. Là, accrochez-vous, vous êtes prêts ? Il est très bien, Prometheus. Arrêtez de lui chier dessus. Voilà, c'est tout. Je suis très d'accord. Voilà. Merci. J'aime beaucoup Prometheus. Il y a un espèce de truc. Mais non, mais ça, tu sais ce que c'est. Ça, c'est un truc. Les gens, quand tu as un remake ou une suite d'une saga qui date d'il y a longtemps et qui date, on parle de nostalgie de leur enfance, il y a un truc qui leur est insupportable, c'est le fait qu'ils n'ont pas de contrôle sur la suite telle qu'elle est. Parce que quand tu as passé toute ton enfance à dire, j'espère qu'il n'y aura jamais de Retour vers le futur 4 par exemple, mais tu vois, si demain Zemeckis pète un câble et il fait allez hop, il y a un Retour vers le futur 4, toi, tu vas passer ton temps à t'imaginer ce serait quoi, à quoi ça ressemblerait, il arriverait ça à Marty, et puis si ça, etc., machin, et tout d'un coup, tu vas regarder le film, et ça ne correspond pas du tout à ce que tu voulais, et tu vas être là, mais non, ce n'est pas le film que je voulais, c'est pas bien, c'est nul, c'est tout pourri. Et pour moi, Prometheus, c'est ça, c'est typiquement le film où les gens ont attendu pendant des années, et c'est, voilà, alors que, il est bien, oui, il y a un ou deux trucs où je peux entendre, etc., machin, mais dans l'ensemble, il est très bien ce film. Laissez-le tranquille, foutez-lui la paix. La question suivante, c'est ta reco du moment. Ah, ma reco du moment, ça pourrait être, sur le dernier truc qui m'a vraiment marqué, regardez Peacemaker et la saison 1 et peut-être plus encore la saison 2 qui, voilà, notamment dans des moments difficiles, va vous faire énormément de bien. Voilà.
Ouais, non, c'est vraiment pas une série qui m'attirait. Et puis j'ai entendu tellement de monde parler en bien de la saison 2 que je me suis dit, ah, je suis peut-être en train de passer à côté d'un truc. Peut-être que mes a priori sur John Cena et l'espèce de vibe goofy que la série avait l'air d'avoir font que ça m'avait un petit peu refroidi. Y a un monde où je me penche dessus. Moi, je vais faire une reco, mais genre la moins niche, je crois, de toutes les recos que je vous ai jamais faites. Zootopia 2, il est incroyable. Voilà. Oui, 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 c'est trop bien. Allez voir Zootopie 2 tant qu'il est au ciné. C'est un peu chiant de encourager une suite alors qu'on voudrait encourager les œuvres originales et tout, ceci, cela, c'est un gros débat qui est en cours, mais c'est une suite qui est tellement à la hauteur du premier, qui le dénature pas, qui le renforce, qui va encore plus loin dans sa créativité, qui donne un scénario encore plus riche, qui continue de creuser les personnages, y a du caractère development et tout. Le Zootopie 2 est une pépite. C'est très très rare qu'on ait des suites, notamment Disney, comme ça, où tu te dis waouh, il est à la hauteur. Il y en a même certains qui le préfèrent au premier. C'est quand même incroyable d'avoir ce mood-là sur un Disney. Le Route de Secours, on est allé le voir, il m'a dit qu'il le préférait au premier. Ah waouh. Alors c'est pas qu'il est pas bien parce que je l'ai adoré et tout, mais Ah, intéressant. Mais ça m'a donné envie de Intéressant. revoir le premier pour savoir si mon Oui. appréciation du premier n'est pas justement ancrée dans la nostalgie. C'est-à-dire, il m'a tellement marqué que j'ai pu la vision de vraiment le comparer au deuxième. Parce que c'est vrai que le scénario du deuxième est quand même vachement plus poussé, au final, par rapport au scénario du premier qui tient en 3 lignes, tu vois. Oui. Et il y a des références cinématographiques de zinzin dans le 2 et tout, donc il est très très satisfaisant quand t'as aimé le premier, quand t'es un cinéphile, voilà. Allez voir Zootopie 2, il est superbe. Et encore une fois, dans la VO, allez le voir en VF aussi si vous voulez, bien sûr, mais En si vous voulez le voir en plus, VO, il y a Ke Huy Quan il y a dans Ke Huy Quan la dedans. VO. Donc voilà. Je l'ai pas vu en VO, on était dégoûtés. On voulait vraiment le voir en VO et mon ciné ne diffusait que de la VF. Donc Ah, merde. pour les films d'animation, je suis plus ouverte à la VF, mais j'avais vraiment envie d'entendre sa voix de petit chaton. C'était la reco. Et comme je voulais teaser les gens pour conclure cet épisode, Enod souhaite nous interpréter la musique de Everything Everywhere All at Once. Donc, je vais d'avance vous dire bonsoir et merci d'avoir été présent. Ça a été une superbe émission. J'ai adoré chaque seconde de cette heure supplémentaire que tu m'as arraché. Mais c'était trop cool. 5h30. C'était trop cool. J'ai vraiment adoré. J'étais trop contente que tu participes. J'étais trop contente de pouvoir parler de ce film qui est au final extrêmement philosophique et on a pu en parler en long, en large, en travers. Montrer à la commu qui tu es et voilà. Donc merci infiniment et sur cette musique, après on se dira au revoir. Alors juste attends, parce que toi tu me remercies, mais moi je vais te remercier dans ta gueule. Pas déconner. Non, mais un grand, un immense merci. Ça fait un moment que je te tanne, entre guillemets, j'ai l'impression de te tanner, voilà, c'est la personne du truc. Mais quand est-ce que je le fais? Parce que j'avais très hâte de le faire. Déjà parce que j'ai adoré à chaque fois que je suis passé sur les différents lives et différents numéros de cette émission avec plein de films différents. C'est vrai que c'est très sympa et plein de trucs ça va de Jacques Tati à Emek El Oumakes, on est vraiment sur voilà, et j'ai vraiment adoré ta manière d'aborder la chose auprès des gens et plus encore maintenant auprès de moi vu que j'ai été dans le fauteuil de l'invité, et je tiens à te remercier une nouvelle fois de l'invitation, bien sûr, et c'est une très chouette émission, très bien faite et très bien préparée, et bravo à toi pour cette émission et longue vie à elle. Et merci à toi. Merci à toi. Ça fait plaisir. This is our life, free from destiny. Not only what we saw,
what we show. This is our life, free from destiny. Not only what we saw, not only what we show. This is our life, free from entropy. Not only hands and souls, not only what we know, who we find this life somehow alright. This is the life. Slow and sudden miracles, view from all the words from our windowsills, with the weight of eternity at the speed